Bien. Oui, il y a du son. Bon, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, mais comme je vous l'ai dit, je vais improviser l'introduction. Alors, ce n'est pas trop grave que j'improvise, mais quelques-uns que j'ai l'habitude de rencontrer régulièrement vont peut-être trouver que je suis un peu répétitif. Ce n'est pas moi qui suis répétitif, c'est la situation. Aujourd'hui, nous engageons, j'allais dire, la démarche qui doit nous conduire au congrès de l'Association des maires de France, la dernière semaine du mois de novembre, comme d'habitude. Nous avons décidé de faire cela en plusieurs phases. Vous allez voir, il y a aujourd'hui, qui est en quelque sorte le lancement, et qui va tourner autour de la notion d'engagement. Vous en verrez les développements dans quelques instants. Et puis nous aurons une deuxième phase qui sera le dernier mot d'ordre de cette dernière année du mandat de notre Association des maires de France et bien entendu du mandat municipal dans sa totalité. La situation globale, j'allais dire, vous la connaissez. Vous êtes tous ici des spécialistes des collectivités territoriales. Nous venons de passer quelques semaines de réunion en réunion, de comités d'alerte, en conférence financière des territoires, en passant par quelques autres gentilles réunions où le ton a beaucoup changé par rapport au gouvernement précédent, mais où le fond est tout aussi détestable. On nous a réunis, je ne sais plus à combien de reprises, pour que de hauts fonctionnaires nous donnent la leçon, nous expliquent quel était l'état réel des collectivités territoriales. La plupart d'entre eux n'en ayant jamais pratiqué aucune. En nous expliquant comment il fallait gérer, eux qui sont les porteurs des échecs successifs depuis des années et des années de la politique économique et financière de la France. Trop, c'est trop. Bercy est un bunker, sans contrôle, même pas des politiques qui sont censés l'incarner. La Cour des comptes est devenue l'auxiliaire zélé de Bercy, n'ayant plus la capacité de recul qu'on lui a pourtant souvent connue et qui en faisait la qualité, et arrivant à des constats qui n'ont aucun sens s'ils étaient appliqués sur l'étendue de notre territoire. L'étude qui vous sera présentée dans quelques instants par Martial Foucault vous donnera une idée, j'ai tendance à considérer comme flatteuse, mais c'est celle qui ressort des études qui ont été menées à l'égard des maires, à l'égard des collectivités territoriales dans leur ensemble. Le maire reste, à l'évidence, c'est marqué sur l'annonce, la figure de confiance dans une démocratie fragmentée. L'État est pour l'essentiel en crise profonde. Et je ne le dis pas de gaieté de cœur, car j'ai toujours été de ceux qui pensent qu'il faut un État fort pour un pays comme la France, mais qui soit équilibré par une démocratie locale respectée. Aujourd'hui, nous n'avons ni l'un ni l'autre. L'État est faible et la démocratie locale est bafouée. Nous sommes dans un paradoxe et vous le verrez à travers l'étude qui vous sera présentée. Moi, je ne vais pas du tout entrer dans le détail, mais je vais essayer de dire mon analyse. Je l'ai lu attentivement hier soir, donc c'est encore un peu frais dans ma mémoire. Bon, les communes sont plébiscitées, les maires sont encore, j'allais dire, à un étiage quasi constant autour de 70% de taux de confiance. Et donc, quand on regarde quel est le taux de confiance des instances nationales, c'est de 1 à 3, quoi, quasiment. Et alors nous sommes dans ce paradoxe où, entre guillemets, nous sommes appréciés des Français, et les raisons, on les connaît, on les retrouve d'ailleurs dans l'étude. Nous sommes la proximité. Ceux que les Français, quand je dis nous, c'est les maires, mais pas seulement les maires, leurs équipes municipales, mais aussi leurs équipes professionnelles. Nous sommes globalement appréciés parce que nous sommes la proximité. Parce que nous sommes bien souvent le premier recours, mais aussi le dernier espoir de nos concitoyens.
parce que nous sommes ceux qui réalisent sur le terrain et qui massivement, contrairement à la politique nationale, sont ceux qui tiennent leurs engagements. C'est ce qui ressort de l'étude, c'est ce qui ressort des nombreux sondages qui ont été faits. Alors rien n'est parfait, nul n'est parfait, même pas les maires. Mais quand on se regarde parfois, on se désole. Mais alors quand on se compare, on fait plus que se consoler. Et nous sommes dans cette situation particulière où le comportement de l'État à l'égard des collectivités territoriales est à 1000 lieues de l'appréciation que les citoyens font des collectivités territoriales. Pour l'État, nous ne sommes que des sous-traitants, voire des supplétifs. Aucun respect, aucune considération. La critique permanente, la leçon dans la besace. C'est Beaumarchais qui disait « Il n'y a plus grande jouissance mentale que d'être pris pour un imbécile. » Et il ajoutait « par plus bête que soi ». C'est le sentiment que j'ai face au gouvernement de la France. Ils nous prennent pour des demeurés. Sauf que nous, nos comptes sont à l'équilibre. Sauf que nous, nous sommes sur le terrain, nous sommes au contact. La coupure, elle n'est pas dans les communes, elle est au sommet de l'État. C'est vous dire que le congrès qui s'annonce sera un congrès fort. Nous allons y veiller. Et ça sera un congrès qui voudra engager l'avenir. Pas simplement faire la rétrospective. On en a marre des rétrospectives. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même comportement. Non, ce que nous voulons, c'est tracer un chemin. Donner des perspectives. Savoir qu'en avançant, c'est l'horizon qui recule, mais que nous faisons du chemin. Et que nous le faisons au service de nos concitoyens et au service de la France. Aujourd'hui, nous sommes le seul pôle de stabilité dans ce pays. Ce pôle de stabilité, il est criminel de l'affaiblir, comme essaie de le faire en permanence ce gouvernement. Je n'ai pas le temps d'écrire un bouquin sur l'État pour les nuls, mais il mériterait d'être écrit et envoyé au Premier ministre. Je vous remercie de votre attention, ce n'était qu'une introduction. Merci Alain. Bien, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour découvrir les résultats de cette enquête que j'ai conduite ces derniers jours. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous avez peut-être souvenir que l'on avait mis sur pied le même dispositif en 2019 et en 2021, c'est-à-dire le regard porté par les Français sur à la fois le maire, mais plus généralement les équipes municipales, et puis l'état de la démocratie municipale. Ce qui conduit à pouvoir faire quelques rappels et situer l'évolution, vous allez voir, sur quelques indicateurs qui me semblent être pertinents pour comprendre effectivement l'état de la situation et politique et financière à quelques mois du scrutin. Alors, de cette enquête qui a été conduite auprès d'un échantillon de plus de 6000 personnes au mois de juin, entre le 10 et le 23 juin, enquête qui a été réalisée par Ipsos. Pourquoi Ipsos? Parce que nous avions déjà travaillé avec eux et on avait la possibilité de réinterroger les mêmes personnes, ce qui permet d'avoir, comme on dit dans notre jargon, un panel de Français. Alors, à l'écran, 6 messages qui... alors, je ne sais pas si vous... Oui, vous avez l'écran. 6 messages qui me semblent être importants pour tenter de
de résumer l'enquête. J'aime pas résumer les enquêtes parce qu'il y a toujours effectivement de profondeur et un peu plus de profondeur sur certaines dimensions. Là, on est vraiment à une analyse, j'allais dire presque à plat, et nous avons convenu là dans les prochains jours, en tout cas avant la fin de l'été, d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Donc vraiment tout est frais. Je vous livre, André Léniel disait qu'il avait eu connaissance de l'enquête et des résultats hier soir. Il faut dire que moi-même, j'ai pu en disposer que ce week-end. Premièrement, il ressort assez nettement que pour les Français, la commune est un espace, bien sûr, de vie, mais aussi, je l'indique, d'ancrage durable, à la fois par rapport à une situation de résidence, souvent une situation de travail, mais aussi un cadre à échelle humaine. Et ça, on y reviendra pour expliciter le fameux lien de proximité. Ça a été dit à l'instant également par André Léniel, la confiance dont bénéficient les maires est très très forte. Et vous verrez que dans la perspective des élections municipales, les éléments perçus par les Français comme étant ceux constitutifs de la confiance accordée aux maires est très intéressant parce que là on voit un vrai décalage avec notamment les élus nationaux. Le bilan, plusieurs critères que je vais présenter montrent une appréciation positive du bilan municipal sur plusieurs dimensions. On a interrogé les Français sur les attentes qu'ils pouvaient exprimer avant ces élections de 2026. Alors à la fois des attentes en termes de politique publique dès lors, et je précise, j'insiste, dès lors que les citoyens ont une parfaite connaissance des compétences des équipes municipales, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais on est allé un petit peu plus loin, au-delà d'une attente, j'allais dire, juridiquement fondée. On les a interrogés, je dirais, sur un peu le rôle ou les postures que les maires devraient mettre en œuvre pour répondre à cette exigence démocratique. Et enfin, deux derniers points. La question de l'engagement est très intéressante parce que contrairement à ce que l'on peut parfois lire ou entendre, on n'a pas un désengagement exponentiel des Français vis-à-vis, pas simplement de la chose publique, mais vis-à-vis d'un changement de leur propre destin. Et donc, on a beaucoup discuté de la montée de l'individualisme dans la société française. Il n'empêche, et je crois que c'est rassurant dans l'enquête, alors c'est pas l'unanimité des Français qui sont prêts à s'engager. Vous avez une grande variété de types d'engagement. Et pour le conseil municipal, vous verrez dans un instant le rapport qui ressort de cette enquête. Et enfin, peut-être pour contrecarrer la tonalité aujourd'hui de différents observateurs de la vie politique française, nationale ou locale, je trouve que cette enquête montre un vrai optimisme. Alors, j'ai indiqué optimisme tempéré parce qu'il y a évidemment des éléments où, selon la manière dont les Français perçoivent leur territoire, en difficulté, pas en difficulté, va-t-il se dégrader ? Je reviendrai sur une question de la perception de la violence dans la société et pas des sujets nécessairement d'insécurité. Mais je trouve que effectivement, quand on se compare au niveau national, il y a matière à se consoler. Alors, dans le détail, premièrement, je trouve cette question intéressante parce qu'elle permet peut-être de revenir sur ce qui avait été peut-être trop rapidement mis en avant au sortir de la période Covid, si on en est complètement sorti. Il y a maintenant des effets, du rapport des Français à leur territoire et à leur cadre de vie, lieu de vie. On avait beaucoup parlé d'une forme d'exode urbain où les Français se seraient déplacés à grande vitesse dans des territoires éloignés à la campagne, alors avec beaucoup de nuances sur le terme de la campagne, mais très loin des métropoles et des ensembles urbains. L'INSEE n'a pas confirmé cet exode urbain, ça c'est la première chose.
Deuxièmement, quand on interroge, vous voyez ici les Français, comment lire cette diapositive, c'est très simple. Quand on est un résident aujourd'hui à la campagne, 4 Français sur 5 résidents à la campagne sont heureux d'y vivre et ne souhaitent pas en changer. On a un phénomène presque identique, mais avec je dirais un volume plus faible. 45% des Français vivant dans des métropoles, alors je précise, métropole, ce n'est pas au sens de l'EPCI. Ici, ce sont des ensembles de plus de 100 000 habitants. Toutes les villes de plus de 100 000 habitants ne sont pas des métropoles, hein, j'insiste, mais on est sur là près d'une quarantaine de villes en France de plus de 100 000 habitants. Quand on vit dans une métropole, 45% de ces résidents métropolitains ne souhaitent pas changer. Donc 80-45, ça vous donne une petite idée de la situation. C'est très stable au cours du temps. Et à l'inverse, on observe que 15% des personnes résidant à la campagne souhaiteraient se rapprocher de métropole. 15%. À l'inverse, seuls 3% des personnes vivant en métropole souhaiteraient aller à la campagne. D'accord ? Donc ça vous donne ici un ordre d'idée quand même d'un territoire où on voit bien, je ne vais peut-être pas employer le terme de clivage, mais certains parlaient d'une France des villes, d'une France des champs. Ça résiste au cours du temps. Et donc l'inscription dans ce territoire, vous verrez tout à l'heure, permet d'expliquer l'attachement des Français à leur commune, et puis aussi de considérer que certains de ces territoires ont une véritable identité. L'attachement, précisément, alors là, il n'y a pas de changement. Au cours du temps, on voit une grande stabilité, il y a une sorte de hiérarchie. Le premier niveau d'attachement des Français en termes institutionnels ou d'organisation administrative du territoire, c'est la France, c'est le pays. Alors les notes moyennes, c'est quoi une note ? On demandait aux Français sur une échelle allant de 0 à 10. 0, vous n'êtes pas du tout attaché. 10, vous êtes très attaché à ces différentes institutions. La France, vous voyez, on pourrait l'interpréter, 74% des Français sont très attachés au pays. Et ensuite, la commune, 69%. Et puis le niveau le plus faible en termes d'attachement, c'est l'Europe et l'intercommunalité que l'on a également inscrit dans cette enquête. Peu de différence selon la taille de résidence. Donc on ne peut pas dire que ce niveau d'attachement serait expliqué simplement par l'endroit où l'on vit. Ce n'est pas explicatif. Le niveau d'attachement, et je n'ai pas le temps là de vous présenter cela, a une dimension, j'allais dire, très forte sur les questions idéologiques. On voit une vraie différence, droite-gauche, sur ces questions. Et on voit aussi une grande différence de l'attachement selon l'ancienneté avec laquelle on réside sur ces territoires. Je ne l'ai pas dit, mais vous le verrez dans le document que vous avez. En moyenne, l'ancienneté dans la commune où l'on réside, quelle que soit sa taille, c'est une vingtaine d'années en France. Alors on a souvent dit la France est un peuple peu mobile. C'est totalement faux. Il y a une très grande mobilité résidentielle en France. On dit souvent les États-Unis est un territoire de mobilité. On a une plus grande mobilité résidentielle que les États-Unis. Donc c'est un élément aussi important à avoir à l'esprit. La perception de l'identité de la commune, comme je vous l'indiquais, elle est relativement forte. Vous voyez, on est à presque 6 sur 10. Et cette identité, là aussi, elle est très stable au cours du temps. Pourquoi poser une question sur l'identité ? Parce que ça permet de comprendre, au-delà des choix de mobilité, ça permet aussi de comprendre l'appréciation qu'ont les citoyens dans leur territoire d'un ensemble de services dont ils peuvent disposer. Et est-ce qu'ils arrivent à se projeter dans l'avenir. Et vous le verrez tout à l'heure sur une question plus subjective de leur capacité à effectivement, à considérer que leur bien-être est lié à leur territoire, eh bien, c'est étroitement lié à la question de l'identité.
Le rôle du maire et de l'équipe municipale. Alors, la question de la confiance, qui est un classique, mais incontournable, surtout quand on veut suivre cette question dans le temps, André Léniel l'a indiqué, on est ici sur un niveau 69% de Français déclarant avoir confiance en leur maire. Alors, si on regarde les années précédentes, on était à 71% en 2009, 74% en 2021, c'est-à-dire quelques mois après l'élection de 2020. Je ne dirais pas qu'il y a une lune de miel de plusieurs mois, mais il y a toujours un effet, comme disent certains consultants, un rapport d'étonnement après une élection. Et donc, au fil du temps, si on peut parler d'érosion, alors moi je ne l'interpréterai pas comme une baisse de 5 points. Alors, facialement, c'est vrai, mais on ne peut pas comparer quelques mois après une élection à quelques mois avant une élection. Et puis, si érosion il y a, vous voyez qu'on est quand même sur des niveaux très élevés. Quand on est à 70%, une érosion de quelques points me semble très peu interprétatif comme une courbe qui est en train de s'inverser. On a posé pour la première fois la question du président de l'intercommunalité pour avoir une représentation des acteurs du bloc communal. Moi, j'ai été très surpris de voir ce chiffre 55% parce que intuitivement, je me disais que la connaissance du président de l'intercommunalité est moins grande que celle du maire. D'ailleurs, une question a été posée sur la connaissance du nom du maire. 72% dans l'enquête déclarent, et on a vérifié parce qu'on leur demandait le nom. Alors, je passe toutes les questions d'orthographe, mais en vérifiant, on a à peine 5% de personnes qui se sont trompées. Donc ça veut dire qu'on a plus des 2 tiers des Français qui connaissent le nom de leur maire. D'accord ? Je crois, on n'a pas posé la question, mais que ça serait plus difficile de citer le nom du président de l'intercommunalité, quand bien même il est dans plus de 90% des cas un maire. Et puis, vous voyez que plus on s'éloigne je dirais, d'un lieu de vie, d'un lieu de résidence, et plus la confiance vis-à-vis des représentants diminue. 69% pour le maire, jusqu'à 23% pour le président de la République et 22% pour le Premier ministre et son gouvernement. Les autres élus, les députés, on a une petite progression. Alors vous allez peut-être trouver ça surprenant par rapport à la situation du Parlement et de l'Assemblée nationale en particulier, mais on a une petite progression. Alors cette confiance, évidemment, vous dire quand même un élément sur la confiance du maire. Je vais vous le représenter ici. Là, je vous propose une évolution au cours du temps. Vous voyez que depuis plus de 10 ans, on est sur des niveaux assez constants. C'est-à-dire qu'on varie entre 65 et 70% de confiance accordée par les Français. J'ai coutume de dire que ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années, fin des années 70, début des années 80, la figure la plus appréciée des Français, c'est le député, et je rajoute, trait d'union maire. D'accord ? Mais ça, cette représentation de l'acteur qui est capable de changer le cours des choses a évolué. Et aujourd'hui, on considère que effectivement, la capacité d'action, elle est plus forte du côté des élus locaux et en particulier des maires. Un point qui me semble intéressant, c'est aussi d'observer une décroissance du niveau de confiance selon la taille de la commune où l'on réside. Plus vous êtes dans des communes de petite taille, plus la confiance vers le maire est très forte, 75%. Et puis, vous voyez, on chute à 53% pour les citoyens vivant dans des métropoles, considérant que finalement le maire d'une métropole a perdu ce lien de proximité. Je pense que l'attribution de la responsabilité des actions conduites est moins identifiée pour un maire d'une métropole qu'un maire d'une petite commune, au-delà de la visibilité de l'action. On a du mal à savoir si effectivement un changement d'aménagement, l'arrivée d'entreprises, est-ce que c'est le maire qui en porte la responsabilité quand on est dans une métropole, ou bien est-ce que c'est l'action du gouvernement ou de la région, par exemple. Donc une vraie différence entre, parce qu'il y en a plusieurs dans l'enquête, vous pourrez les repérer, entre la situation dans les grandes villes, plus de 100 000 habitants, et les plus petites communes. Plus petites communes, il ne faut pas les réduire à simplement moins de 1000 habitants. On a été obligé de prendre
là des catégories de strates. Mais pour moi, l'enquête montre une grande différence. Là, je dirais que le seuil qui produit une différence, c'est moins de 10 000 habitants, plus de 10 000 habitants. C'est là où on a toujours des écarts. Les critères pour faire confiance. Alors évidemment, cette confiance, elle ne tombe pas du ciel. Moi, j'observe dans le temps une vraie stabilité sur les critères qui sont perçus comme étant les plus importants pour que les Français accordent leur confiance aux maires. Et vous voyez, sur ces résultats, je dirais que le premier bloc concerne, et c'est pour ça qu'on a parlé d'exigence démocratique, concerne des dimensions qui portent sur la probité, l'exemplarité, l'honnêteté, à la fois, alors là on l'a précisé explicitement, l'honnêteté, mais qu'il tienne ses promesses, c'est aussi une forme d'exigence démocratique. Et donc ce sont les deux premiers critères qui aujourd'hui permettent aux citoyens de maintenir ce haut niveau de confiance. Alors on pourrait l'interpréter différemment. Si les élus nationaux ont ce faible niveau de confiance, je dis c'est une interprétation, c'est que ces critères-là ne sont pas réunis dans la représentation que se font les Français. J'ajoute un autre élément, parce que c'est souvent discuté quand il m'arrive de participer à des assemblées départementales de maires, la question de la figure du maire technicien polyvalent, capable d'appréhender toute la matière juridique, financière, réglementaire, urbaniste également, n'est pas l'élément décisif à partir duquel les citoyens vont accorder leur confiance. Donc il vaut mieux, si je devais résumer rapidement et peut-être trop brutalement, il vaut mieux un maire honnête qui respecte ses promesses qu'un maire technicien. D'accord ? Et je crois que ça peut ravir beaucoup de maires par rapport à cette idée de l'appréhension d'une matière qui s'est complexifiée au fil du temps. Troisième message, le bilan. Alors le bilan, on est sur des chiffres très proches de ceux observés en 2019, là encore quelques mois avant le scrutin. 73% considèrent que la municipalité a accompli un bon travail. Et vous voyez que finalement, il y a peu de différence selon la taille de la commune. C'est un petit peu plus faible, 10 points de moins quand même, pour les métropoles. Mais je pense que beaucoup de collectivités ou les exécutifs de collectivités pourraient s'enorgueillir de présenter un tel bilan perçu par les résidents de leur juridiction. L'image détaillée de l'équipe municipale, là aussi très intéressant parce que on peut observer, donc c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, là on est moins sur la question des compétences que le rôle et la posture du maire. On a des chiffres très importants et très, très positifs. Ce qui ressort, c'est que le premier qualificatif que les Français emploient pour caractériser l'action de leur maire, c'est la réalisation. Donc il y a eu des réalisations, des projets qui ont été conduits, qui ont été menés, c'est visible et c'est compris et on attribue au maire cette réalisation. Et ça c'est important parce que c'est un élément essentiel dans la dynamique du vote. Dans les facteurs explicatifs du vote pour une élection municipale, c'est l'attribution de la réalisation. Bon, c'est le principe de récompense-sanction. Donc ça, c'est un point essentiel. Il y a non seulement ce qui a été réalisé, mais ce qui est prévu d'être réalisé. Alors là, on est sur des promesses, mais comme la promesse est un élément constitutif de la confiance, eh bien, on voit ici que le projet est un élément qui va compter également dans l'élection municipale. La proximité des maires présents sur le terrain, l'efficacité et l'accessibilité qui est aussi très liée au fait d'être visible et d'être présent sur le terrain. Donc voilà les éléments. Vous remarquez quand même que ces qualificatifs, nous, quand on a confectionné le questionnaire, on avait plutôt choisi des items qui permettaient d'imaginer des niveaux en dessous de 50%. Mais c'est le contraire. Chacun de ces critères montre des signaux très, très positifs. La perception de la situation financière. Alors, ça permet de
d'objectiver ce que André Léniel disait, la perception des Français. Alors, quel est le niveau de connaissance des Français sur la situation financière de leur commune? Il faut être, il faut être objectif, il faut être réaliste. Tous les Français ne se précipitent pas pour lire les délibérations du conseil municipal à l'issue du vote du budget. Mais c'est le rôle des oppositions, en général, de le faire savoir. On peut considérer qu'ici, avec 73% des Français qui considèrent que dans leur commune, la situation est saine, eh bien, ce n'est pas un sujet de préoccupation. Là encore, remarquez que pour les métropoles, la situation est légèrement moins bonne. On atteint 57%. C'est quand même 16 points de moins que la moyenne. Et pourquoi? Parce qu'on voit bien que c'est un enjeu qui est beaucoup plus politisé dans ces ensembles. Alors, je ne sais pas si c'est la diapositive la plus importante de l'enquête, je ne dirais pas ça pour dévaloriser tout le reste, mais cette question, elle est importante. Quel est le souhait des Français vis-à-vis de la réélection, enfin, le fait que leur maire sortant se représente et soit réélu? 58% souhaitent que le maire se représente et soit réélu en 2026. 58%, je trouve ce chiffre assez magique pour deux raisons. Premièrement, il est conforme à ce que nous avions en 2019. Et 2019 s'est révélé juste dans les urnes, puisqu'il y a eu 60% de maires réélus et 40% de renouvellement, de nouveaux maires qui ont été élus. Et donc, ne faites surtout pas de prévisions, mais avec 58% en 2025, ça nous donne une indication qu'on est sur cet étiage où en 2026, on devrait naviguer autour de 60% de maires réélus et probablement 40% de nouveaux maires. 60% de maires élus ne veut pas dire que tous les maires sortants sont réélus. En général, c'est autour de 7% de maires sortants qui se représentent, mais qui vont être battus. Donc on a un chiffre, on n'a pas dans les élections législatives, par exemple, ces niveaux d'attente de réélection. 60%, c'est considérable. Quatrièmement, et je crois que je dois accélérer, les attentes. Alors les attentes, qu'est-ce qui comptera dans cette élection municipale? Vous voyez, je vais prolonger ce que j'ai déjà indiqué. Le programme annoncé par les candidats, bon, là on est sur, je dirais, une vraie démocratie électorale, on juge sur pièce. Le bilan de l'équipe municipale, même phénomène. La personnalité des candidats, elle comptera beaucoup. Et je crois que ça, il faut insister parce que c'est un élément qui est moteur, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le vote personnel. On regarde tous les éléments constituant la personnalité du candidat ou de la candidate et ça compte beaucoup, d'où le lien de proximité qui est un puissant carburant de la place accordée à la personnalité. L'étiquette politique, alors pour les communes où cette question se pose, c'est-à-dire plutôt au-delà de 3500 habitants, ça comptera pour 61% des Français. Une demande de renouvellement. Alors vous voyez, la demande de renouvellement, ce n'est pas le renouvellement du maire, c'est le renouvellement des élus en place. Donc là, on élargit le spectre à l'ensemble de l'équipe municipale. Et puis, est-ce qu'on va assister, c'est la grande question qu'on se pose à chaque fois lors d'une élection nationale, est-ce qu'on doit interpréter l'élection municipale comme une tentative de nationalisation de la campagne locale, ou bien est-ce que les appareils partisans vont se mettre à distance de l'élection municipale? À la question, est-ce que les Français vont, lors de cette élection municipale, prendre en compte l'action du président de la République et de son gouvernement, 44% répondent oui. Ça veut dire qu'il y aura une dimension nationale, et notamment pour les villes les plus grandes. L'importance que le maire devrait accorder à différentes tâches. Alors là, c'est très intéressant parce que je ne vais pas vous lire l'ensemble des items. Ils sont dans le document que vous avez. Mais moi, je repère deux messages importants. Le premier, c'est qu'il y a une vraie demande d'un maire qui soit présent pour finalement suppléer ce que les représentants nationaux, le gouvernement, ne parvient pas à faire. Alors, je ne le traduirai pas comme un repli sur le local, mais on voit bien que les attentes sont considérables
vis-à-vis des maires, quand bien même ceux-là ne peuvent pas répondre à chacune des demandes. Je prends l'exemple là, prévenir et faire face aux risques, défendre les intérêts des habitants de la commune par rapport à d'autres juridictions. Donc c'est un élément qui est réaffirmation du local. Mais il y a aussi, vous le voyez en creux, des demandes d'une démocratie municipale forte. Être plus volontaire sur et affirmer d'assurer la transparence des débats avant la prise de décision, chercher à créer un consensus dans la population et être médiateur lors de conflits locaux. Pour moi, ça, ce sont des éléments qui montrent une exigence démocratique au niveau local, peut-être plus forte qu'au niveau national, parce qu'il y a la compréhension qu'au niveau national, j'ai envie de dire, le match est déjà est terminé. Et donc, les attentes, elles se déplacent du national au local. Alors, si je peux avancer, ce n'est plus le cas, mais je vais peut-être faire sans. Je vais passer tout ça. Le sentiment de bénéficier de la politique menée par l'équipe municipale, c'est peut-être là où il y a, me semble-t-il, des éléments de progrès. C'est-à-dire, quand bien même le bilan est positif, quand bien même on a confiance au maire, on estime que les politiques publiques municipales conduites ne bénéficient pas nécessairement, en tout cas la perception qu'en ont les Français, ne leur bénéficie pas totalement. L'engagement, je vais terminer par là. L'engagement, alors on a posé une question très simple, où on demandait aux Français s'ils seraient prêts à s'engager. Alors, 28% nous disent non, ça ne m'intéresse pas. 28%. Bon, ce qui veut dire que 72% ont des dispositions à l'engagement. Alors, quel type d'engagement ? 14% d'entre eux disent on est déjà engagé, on participe à des activités dans la commune. 23% seraient prêts à y consacrer du temps à l'avenir. Donc ça, je pense que c'est le chiffre important, c'est la cible à atteindre. Et puis, 35% disent ça nous intéresse, mais on n'est pas certain de trouver du temps pour conduire ces actions. Remarquez un élément, on va du simple au double en termes d'engagement entre les petites communes et les métropoles. 2 fois plus de citoyens qui s'engagent dans les petites communes que dans les métropoles. Et donc quand on parle souvent d'une sorte de crispation démocratique parce qu'il y aurait beaucoup de difficultés à trouver des citoyens prêts à s'engager sur des listes. C'est pas tant dans les petites communes. Oui, je sais, on va avoir des petites communes où il y aura des difficultés, c'est évident. Mais moi, je pense que la vraie difficulté, c'est plutôt dans les grandes métropoles. Le type d'engagement envisagé, principalement dans des associations, ça c'est la culture associative française, même si on voit quand même une érosion de l'engagement dans les associations. Associations culturelles, associations portant sur les questions d'action sociale, de solidarité. Un collectif pour défendre une cause. Pourquoi on a choisi cette formulation ? Parce que ça correspond à une réalité où aujourd'hui, de plus en plus de gens préfèrent se concentrer sur une cause plutôt qu'une variété de causes dans son environnement de vie. Donc, une cause, ça peut être tantôt pour le climat, pour le patrimoine, pour les personnes âgées, mais on est vraiment sur des engagements monocauses. Et enfin, le conseil municipal de ma commune, 24%. Alors, moi, je trouve que c'est le chiffre probablement le plus prometteur et optimiste de l'enquête. Si on projette ça à l'ensemble du corps électoral, les personnes de plus de 18 ans, eh bien, il y a un potentiel considérable. Alors, il faut transformer l'essai de cette intention d'engagement en réalité. Je voudrais insister sur un point. C'est une question que nous avons posée. Nous n'avions pas forcément d'attente particulière, mais il me semblait intéressant, au regard de la crispation sur la scène nationale, d'interroger les Français sur leur perception, j'insiste, leur perception de l'évolution de la violence dans la société. 87% des Français déclarent à la question, en général, est-ce que le sentiment de violence augmente, est resté constant ou a baissé ? 87% ont dit ça a augmenté. C'est considérable. Mais on ne s'est pas contenté de cette question. À une autre partie de l'échantillon tiré au hasard, on leur a
poser la question formulée de cette manière. Là où vous habitez, dans votre quartier, dans votre commune, avez-vous le sentiment que ces derniers mois, la violence a augmenté, a baissé ou est restée constante? Donc vous voyez, on passe de 87% à 47%. Donc l'écart est considérable. Il faut chercher les explications de cet écart. Alors est-ce que on a beaucoup parlé de l'information, des chaînes d'information. Bon, il y a plusieurs explications. En tout cas, l'enquête ne visait pas à traiter cela parce que les résultats nous ont beaucoup surpris. Mais j'ajoute un élément. 47%, bien sûr, c'est 2 fois moins que la perception générale, mais c'est déjà considérable. C'est considérable, 47%. Et vous observerez là aussi une sorte de gradient de population. Quand on est dans des communes de très petite taille, seuls 7% considèrent que la violence a augmenté. 7 plus 17, pardon, 24%. Mais on triple quasiment pour les métropoles. On est à 64%. Donc pour moi, ça va être un sujet de travail pour les prochaines semaines. Une phrase de conclusion, le titre « Maire, figure de confiance dans une démocratie fragmentée », et j'aurais pu rajouter, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais aussi dans une société de plus en plus crispée. Je crois que le mot crispé est plus juste que polarisé, parce que polarisé, ce n'est pas simplement le fait qu'il y aurait une binarité, comme on a beaucoup dit, j'aime, j'aime pas, je suis pour, je suis contre. Non, la crispation veut bien dire qu'il y a un espace où les Français parviennent encore à se projeter, considérer que leur destin peut être pris en main par des représentants élus, en particulier locaux. Et peut-être que pour les prochains mois, la grande question vis-à-vis de cette démocratie fragmentée, c'est est-ce que le local peut inspirer le national? Est-ce que les formes d'exercice du pouvoir au plan local peut inspirer, peut modifier, peut insuffler une autre forme de rapport aux citoyens pour le destin du pays? Voilà, j'ai été trop long, je m'en excuse. Merci beaucoup. Bien. Madame la secrétaire générale, chère Muriel. Merci, monsieur le Premier vice-président. Merci, Martial Foucault, pour cette démonstration très détaillée et très précise. Je salue aussi l'arrivée de notre président David Lisnard et notre trésorier général Antoine Homé qui nous rejoignent. Alors, plusieurs mots pour traiter tout cela. Déjà, rappeler que cette enquête, elle est avant tout là pour nous permettre d'objectiver en fait les relations entre nos concitoyens et le maire, parce qu'il s'agit de comprendre aujourd'hui la société dans laquelle nous sommes et de comprendre aussi cette relation extrêmement importante pour nous, élus locaux, pour ensuite agir, bien évidemment. Et ce que l'on peut constater, c'est que cette étude, comme elle l'a été d'ailleurs en 2019, est extrêmement détaillée. Vous en avez fait une vision non exhaustive de tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur et qui est extrêmement enrichissant. Plusieurs points peut-être. Tout d'abord, et ça a été rappelé d'ailleurs par André dans son propos liminaire, la commune reste effectivement ce pôle de stabilité que l'on a souvent rappelé à maintes et maintes reprises. On l'a vu lors des crises successives depuis 2020. Et je pense que ça explique aussi peut-être certaines diminutions ou certaines tendances à la baisse de ce que l'on peut voir dans votre enquête. Oui, nous sommes cet espace d'ancrage. Oui, il faut une efficacité de l'action publique, mais tout cela reste encore tendu, en tout cas a été beaucoup plus tendu que sur le mandat précédent. Évidemment, on ne peut que se réjouir que le maire reste la personne la plus appréciée aujourd'hui des concitoyens, reste cette personne de confiance. Je pense que le lien que vous en avez fait avec la proximité, en tout cas le fait que ce soit l'élu le plus proche des concitoyens, en est l'illustration parfaite. D'ailleurs, ça se revoit dans les différences entre grandes collectivités et petites collectivités. Un maire est souvent bien présent, ou en tout cas peut-être plus visible dans une petite collectivité que face à 100 ou 500 000 habitants, ce qui est extrêmement plus complexe. Mais c'est vrai que c'est important, et je pense que cette présence, on doit aujourd'hui encore et toujours la conforter. Finalement, c'est aussi alors tu parlais de premier kilomètre, c'est en première ligne aussi, et de ne pas être uniquement le dernier kilomètre.
Je pense qu'un élément important aussi qui est à noter, c'est cette honnêteté qui doit ressortir de notre action publique et puis finalement de qui nous sommes, c'est-à-dire notre savoir-être. Je dis souvent que les maires sont les visages de la République. On va pouvoir peut-être ajouter qu'ils sont les visages honnêtes de la République aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de cette question de probité, de déontologie qui est extrêmement importante. Mais je pense que les maires le prouvent aussi dans leur action quotidienne, dans leur acte, dans leur agissement. Et ça ressort aussi de cette enquête dans ce cadre-là. Je veux dire, ce n'est pas forcément uniquement l'honnêteté du maire, mais c'est le ressenti aussi de la population par rapport à ça. Et c'est, à mon sens, quelque chose à mettre en exergue. Plus particulièrement, moi, je voudrais rebondir aussi sur les attentes des citoyens. Alors, que nos citoyens aient une attente forte vis-à-vis de l'action publique locale, on en est bien évidemment conscient au quotidien et tous les jours face à la gestion de nos crises. D'ailleurs, David Lisnard le rappelle souvent, nous sommes des praticiens du quotidien, c'est-à-dire que nous agissons régulièrement, nous mettons en place les services publics locaux. On l'a vu encore avec les écoles en période de canicule. Et moi, j'ai noté quand même 3 items extrêmement importants. Attente forte de nos citoyens sur la question de la sécurité. Évidemment, on va le mettre en résonance avec ce que vous avez vu, là, cette perception en fait, d'une augmentation de la violence d'un point de vue global ou d'un point de vue local. C'est ce que d'ailleurs l'Association des maires de France dénonce depuis longtemps. Hein. C'est depuis la crise des Gilets jaunes jusqu'aux émeutes en juin 2023. Cette violence aussi vis-à-vis des élus, cette violence vis-à-vis de nos agents, cette violence que nous sentons, cette crispation de la société. Et finalement, on peut peut-être rappeler à ce moment-là que les maires sont aussi le thermomètre de la société, parce que c'est quelque chose que nous avions perçu, que nous avions ressenti, et aujourd'hui, force est de constater que c'est aussi la perception de nos concitoyens. Un élément important aussi pour moi, c'est la préservation de l'environnement. Alors pas la version écologique ou la version développement durable, mais pour moi plutôt la préservation en fait, du cadre de vie qui là aussi revient en fait à rentrer en écho avec l'attachement en fait, de nos habitants dans leur propre commune. C'est-à-dire cet attachement que vous avez cité parce qu'on vit dans un monde rural ou cet attachement parce que l'on vit dans un monde urbain et on souhaite que notre environnement soit effectivement préservé. Je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit dans ce cadre-là, et peut-être aussi le mettre en lien avec la montée des incivilités. C'est vrai qu'on a ou la montée de l'incivisme, peut-être de manière plus globale, où on a aussi nos concitoyens qui régulièrement souhaitent que l'on mette en place des moyens de lutte contre cela. Je pense que l'éco-sécurité et préservation de l'environnement reflètent très bien les premières actions que nous devons aujourd'hui mettre en place dans nos collectivités. Et puis après, évidemment, le maintien des services publics. Je pense qu'il aurait été peut-être intéressant de voir si cette notion de maintien est différente ou différenciée dans le monde rural par rapport au monde urbain, puisqu'on sait que souvent les habitants du monde rural se plaignent effectivement de cette désertification des services publics, en tout cas preuve que nous devons mettre en place et que nous devons agir au quotidien pour nos concitoyens. Et puis relever aussi cet engagement des citoyens. Alors c'est vrai que sur le premier chiffre que vous avez donné, quand on considère aujourd'hui nos habitants peut-être prêts à s'engager et de se dire que 62% sont prêts effectivement à prendre parti, en tout cas pour la collectivité, ou en tout cas à s'intéresser à la collectivité, il y en a quand même 35% qui n'ont pas de temps à y consacrer. Donc on est quand même dans cette différenciation aujourd'hui sur l'engagement individuel et l'engagement collectif. On est prêt à s'engager pour quelque chose, pour une cause, vous l'avez rappelé, mais moins en tout cas pour le conseil municipal, il n'y a que 24%. Certes, c'est un chiffre important, mais aujourd'hui, dans cette notion de temps, dans cette notion de disponibilité, il faut peut-être voir comment derrière tout cela va pouvoir se mettre en œuvre. En tout cas, c'est aussi pour cela que l'Association des maires de France s'est saisie de cette question de l'engagement. On avait fait une belle campagne de lancement au 1er avril sur l'engagement et sur la qualité d'être utile aujourd'hui et demain pour sa collectivité. Et je pense qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Une nuance aussi sur cet engagement, c'est l'implication dans une moindre mesure et des femmes et des jeunes. Et je pense que ça, c'est un regard aussi que l'on doit avoir. C'est d'ailleurs pour ça que l'Association des maires de France travaille à la fois et a mis en place aussi, a souhaité aussi cette parité qui a pu parfois été un petit peu décriée, mais en tout cas, preuve que l'engagement de la femme doit aujourd'hui être au centre aussi de notre travail. Et puis c'est aussi aujourd'hui toute cette question du statut de l'élu, ou plus particulièrement de l'amélioration des conditions d'exercice de notre mandat, dont nous avons hâte de voir les débats semaine prochaine, et surtout de voir la loi être mise en œuvre. Et aujourd'hui,
face finalement aux élections municipales de 2026, l'Association des maires de France a souhaité vraiment mettre un fil rouge, un fil conducteur pour l'année 2025 autour de l'engagement. C'est nécessaire, vital, et on l'a rappelé pour la démocratie locale, de pouvoir lever les éventuels freins à l'engagement municipal. Aujourd'hui, c'est un véritable travail que l'Association des maires de France doit mettre en œuvre, et c'est aussi, parce que ça c'est important aussi, parce que André l'a fait, le président le rappelle souvent, on a nos difficultés, on est dans un contexte financier particulier, on subit une recentralisation, on vit aussi une crise de l'action, mais pour autant, il faut continuer à démontrer pleinement l'action positive des collectivités territoriales. Et c'est aussi ça, promouvoir l'engagement. C'est rappeler ô combien, et je vais reciter notre président David Nisnard, ô combien le mandat de maire est certes le plus difficile, mais le plus beau. Et c'est très clairement ce que nous allons souhaiter mettre en place, démontrer tout au long de ces mois. Ça a commencé le 1er avril, je voulais rappeler, mais ça va se poursuivre dans le cadre d'une campagne de communication qui aura plusieurs axes. Tout d'abord, on va évidemment mettre en place un kit vers les communes avec une thématique bien précise, oser l'engagement. Vous découvrez sous vos yeux cette belle affiche qui sera donc distribuée à l'ensemble des communes qui voudront elles aussi promouvoir cet engagement. Il y a déjà des actions locales, mais on souhaite vraiment porter cette campagne d'un point de vue national. On va aussi collaborer, c'est une première, avec 5 influenceurs. L'objectif, c'est à la fois d'aller dans les communes, d'interviewer en fait nos habitants sur ce qu'ils pensent de l'engagement. Et puis, c'est dans un certain sens aussi, finalement, avoir un objectif civique. C'est une instruction civique sauce Association des maires de France, parce que, vous le savez, nous, maires, nous avons et nous portons aussi cet engagement auprès de nos jeunes de manière régulière. Nous faisons aussi des actions en la matière pour promouvoir finalement cette citoyenneté et rappeler les droits et devoirs des citoyens et rappeler aujourd'hui combien est important cet engagement. Cela sera suivi de vidéos de campagne, hein, donc ce sera peu ou prou juste avant le congrès, avec un rappel effectivement sur oser demain l'engagement. Notre période de congrès, vous le savez, étant extraordinaire et avec une fréquentation toujours à la hausse, sera profondément marquée par rapport à cette question de l'engagement municipal en vue des municipales de 2026. Et puis du congrès jusqu'à mars, nous continuerons à travailler sur l'engagement, sur la vie citoyenne, en rappelant la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales, en rappelant la nécessité aussi d'avoir des bénévoles à nos côtés pour tenir les bureaux de vote. Donc 2025, c'est l'engagement d'abord. Je vous remercie. Oui, je vous ai rejoint ainsi que le président Lisnard. Et je voudrais bien sûr saluer André Laniel et Muriel Fabre. Et puis remercier Martial Foucault, avec lequel on a un travail partenarial de longue date. Je crois que c'est intéressant. Il est à la Sciences Po, il est enseignant, il fait des études et puis il se nourrit aussi de ses contacts avec nous, avec le réel, avec la proximité. Alors c'est quand même intéressant, je vais peut-être dire des choses qui ont déjà été dites, qu'il y a une défiance terrible envers la politique nationale. Lorsque vous discutez avec les habitantes et les habitants, la plupart disent le plus grand mal de l'exécutif national, voire des parlementaires. Ils voient à la télé un spectacle qui peut inquiéter. Et puis à l'inverse, ils ont une image très très favorable de leur maire à une large majorité. Ça nous montre qu'en réalité, c'est ce que je pense depuis longtemps, notre système jacobin où l'on décide d'en haut, souvent tout seul, est complètement ringard et dépassé à l'échelle de l'Europe. Plus aucun pays ne se gouverne comme la France. Plus personne n'attend l'oracle ou un homme providentiel. Ce que nous montrons, nous, les maires, c'est que c'est les circuits courts, la coproduction, l'écoute, la confiance qui est efficace. Et c'est la décision unilatérale. C'est finalement ce système qui a eu son temps, mais qui ne fonctionne plus. Donc les leçons à en tirer, c'est que probablement, si on veut sortir de la crise du politique dans ce pays, il faudra changer de régime politique et administratif et adopter un système dans lequel on fait confiance beaucoup plus aux intelligences locales. Et nous, les maires, on le dit souvent, nous sommes aussi une partie de l'intérêt général. Hein. Il n'y a pas l'État d'un côté et nous de l'autre. Nous sommes tous ensemble, l'État et la France.
Je le dis parce que moi, je suis élu frontalier, transfrontalier, comme Muriel, et je suis à 15 km de l'Allemagne et de la Suisse, et je vois bien que les États fédéraux ou confédéraux sont des modes d'organisation, de mon point de vue, bien plus adaptés à l'époque dans laquelle nous sommes. En même temps, il y a des choses qui vont moins bien. Je vous donne un petit exemple. Pendant longtemps, on a entendu la musique, on disait il y a trop de communes en France, il y a trop de maires, etc. Ça ne va pas, 35 000. Alors les amis allemands, ils ont fait une fusion autoritaire en 1973 quand Marcellin a essayé en France. Et donc j'ai un jumelage. Vous allez rigoler. J'ai un jumelage avec une commune à côté de Fribourg, en Brisgau. Tout le monde connaît Fribourg, hein, juste de l'autre côté de la frontière. Et je lui dis, il s'appelle Helmut. Bon, pourtant, il est jeune. Je lui dis, Helmut, viens me voir. Il me dit, mais on sera 11. On sera 11. Ah bon? Il me dit, bah oui, je ne préside pas mon conseil municipal. Il faut que j'emmène mes 6 présidents de groupe. Et puis, on a fusionné 4 communes il y a 50 ans, mais j'ai toujours 4 maires annexes. Donc, moi, les 6 présidents de groupe et les 4 maires délégués. Vous voyez, c'est intéressant. Ce qui montre quoi? C'est qu'on ne peut pas, par des constructions artificielles, aller contre les réalités. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je suis vice-président d'une grande interco, mais l'interco ne doit pas et ne peut pas se substituer à la commune. Finalement, nos concitoyens, ils ont trouvé, hein, agglo, département, région, eux, c'est le maire et basta. Les adjointes et les adjoints, parfois, la relation est plus difficile. Il peut arriver, on l'a vécu tous, et j'y pense, parce qu'on est en équipe, que les adjointes et les adjoints soient confrontés à des comportements parfois d'irrespect. Et puis la même personne, lorsqu'elle vient voir monsieur le maire, soudainement, elle est à l'écoute. Ça nous montre aussi que nous avons besoin d'autorité et que finalement le maire incarne une dernière part d'autorité dans une société où celle-ci a beaucoup disparu, hein. Alors, puisque je suis trésorier, je vais également insister sur un autre point. Notre pays est quand même dans une situation budgétaire catastrophique, n'est-ce pas? Et pas nos collectivités. Alors, j'ai participé, André et les autres, au comité d'alerte des finances publiques, à la conférence financière des territoires, où on nous explique qu'on veut à nouveau nous ponctionner. Mais ce que disent les habitants, à 73%, c'est que les communes sont bien gérées. Et ça, c'est intéressant, il faut le dire et le redire, hein. On n'a pas télécommandé les résultats. Mais c'est-à-dire que l'idée du gouvernement de continuer à prendre l'argent chez ceux qui gèrent bien, alors qu'il faudrait se concentrer notamment sur les finances de l'État ou sur les finances sociales, c'est une idée absurde. Parce que, effectivement, nos habitants sont satisfaits de notre gestion financière. Voilà, je voudrais dire encore une chose, c'est l'engagement. Alors c'est bien ces campagnes, il faut toucher la jeunesse, hein. Parce que quand on va dans les bureaux de vote, c'est vrai que les plus de 60 ans votent massivement, les jeunes sont peu nombreux. Donc, s'il faut passer par des influenceurs ou d'autres, ce qui m'intéresse, c'est l'utilité. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on arrive à susciter cet engagement chez la jeunesse. Alors, on gère les écoles élémentaires et maternelles. Avec les écoles élémentaires, on mène tous des actions citoyennes. Les gosses viennent à la mairie, ils sont passionnés, on a des conseils municipaux des enfants, parfois des commissions ados, et puis après, ben voilà, hein, les gens travaillent, la vie est compliquée, donc il y a une rupture générationnelle, et ça, c'est un enjeu de premier rang. Et puis, bon, ce qui concerne l'engagement, c'est aussi l'idée de rendre service. On a créé en Alsace, ça s'est étendu à toute la France, la journée citoyenne il y a une vingtaine d'années. Alors, c'était pas évident, parce qu'au début, j'avais quelques citoyens récalcitrants, j'allais sur un chantier. Venez. Écoutez, les travaux forcés, faites bosser vos fonctionnaires. Enfin, ce genre de choses idiotes qu'on entend. Et puis finalement, avec le temps qui passe, on mobilise à l'échelle de ma ville de 16 000 habitants, et c'est un peu partout dans le pays, hein, ça s'est répandu, des centaines de citoyens qui donnent du temps pour la collectivité. Eh bien, ils sont contents. Parce que, et vous le savez tous, quand on sollicite le meilleur dans la nature humaine, 8 fois sur 10, ça donne des résultats éclatants. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tant au niveau politique qu'au niveau local et dans la relation avec le citoyen, ce dont notre pays a besoin, c'est qu'on passe d'une logique de méfiance et de défiance à des logiques participatives et des logiques de confiance. Et c'est comme ça que fonctionnent les maires, en réalité, et avec leurs équipes, hein. Parce que si nous, on annonçait des mesures comme certains à la télé sans avoir consulté personne, je crois qu'on ne tiendrait pas longtemps à la tête d'une équipe. La collégialité, la confiance, la délégation, c'est l'essence même des maires de proximité. Voilà. Alors moi, je suis très heureux de ces résultats, ça nous conforte parce que les temps sont durs, hein. Les gens d'ailleurs nous disent le plus, c'est compliqué, hein. Bien nous voir, c'est dur, hein. Et en même temps, ils ont aussi besoin de cet engagement au service de l'intérêt général. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on va continuer. En même temps, cette enquête nous montre que, les maires sont utiles et nécessaires.
2, qui sont une des forces de notre pays, comme le service public, et 3, que par contre, effectivement, et notamment par rapport aux jeunes, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans une démocratie où la participation des jeunes est aussi faible. C'est vraiment un enjeu de premier rang, et j'espère que dans le cadre du congrès qui arrive en novembre, auquel vous serez tous, et nous aussi bien sûr, on arrivera à développer des actions pour parler à toutes les couches de la population, les jeunes, les quartiers populaires. Enfin, il faut vraiment que toute la France soit concernée par l'exercice démocratique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais il ne faut jamais renoncer. Merci. Merci, monsieur le vice-président. Plus que jamais, l'Association des maires de France fait œuvre d'utilité publique. C'était le cas la semaine dernière lors de ces premières assises du civisme. Certains d'entre vous étaient présents, qu'ils ont permis de replacer au cœur de l'enjeu démocratique la responsabilité individuelle qui fait qu'on est citoyen, porteur de droits et de devoirs, mais aussi civique, c'est-à-dire porteur de responsabilité dans l'espace public, virtuel, le débat, les réseaux sociaux, et physique, les rues, les places, les jardins, etc. Et qu'il n'y a pas de démocratie sans praxis, c'est-à-dire sans liberté et responsabilité individuelle. Les Grecs anciens nous l'ont appris, le premier ciment, la première énergie d'une démocratie, c'est le comportement que nous avons dans la société. D'où l'enjeu de lutter contre l'incivisme, qui peut se traduire par des incivilités de l'ordre de la manque de courtoisie ou des incivilités infractionnelles, et d'agir pour le civisme, c'est-à-dire pour la mobilisation d'individus qui, indépendamment de leurs droits et de leurs devoirs de citoyens, respectent les autres, respectent l'espace public et se respectent eux-mêmes. C'est au cœur de l'avenir de notre société, dans un sens ou dans l'autre. Et puis aujourd'hui, nous dévoilons cette campagne, et je pense qu'elle mériterait qu'on la remette à l'écran. Engagez-vous, hein, ça rappelle des souvenirs, c'est pas... Voilà, Wanted, c'est pas l'oncle Sam, c'est pas non plus le tonton David, hein, c'est simplement un cri du cœur. Et si quelqu'un pouvait mettre à l'écran donc l'affiche de la campagne, et écoutez, voilà, ce serait formidable. Merci beaucoup. C'est en cours, me dit-on. Voilà, osez l'engagement. Votre commune a besoin de vous. Et donc, ça renvoie à la fois à cette notion de civisme, de citoyenneté, d'engagement. Et quand je dis que l'Association des maires de France fait plus que jamais œuvre d'utilité publique, et c'était l'esprit de tous les précédents orateurs, d'André, qui, de façon pertinente et percutante, a rappelé des réalités financières et dans nos relations avec l'État, évidemment de Madame la secrétaire générale, Muriel Fabre, qui a souligné tout ce que traduisait cette enquête en nécessité de renforcer la commune, et d'Antoine qui a permis de nous rappeler que les organisations les plus efficaces étaient celles qui créaient des îlots de responsabilité locale. Et à ce titre, l'Association des maires de France, à travers à la fois cette étude et à la fois cette campagne, répond à deux objectifs d'utilité publique. Le premier objectif, c'est évidemment, de façon avec un anglicisme bottom-up, de partir de la base, de dire que face à cette réalité de la confiance qu'inspirent les communes et de la performance locale que nous traduisons, nous avons besoin d'équipes renouvelées, nous avons besoin d'engagement local, d'engagement civique, d'engagement citoyen. C'est donc un appel fort à l'engagement pour refuser ce qui restreint l'efficacité, ce qui restreint la liberté, et pour proclamer ce qui génère du contrat social local. Ça ne peut pas être trop compliqué ou emphatique, mais c'est vraiment un mouvement, un soulèvement, une libération que nous voulons produire par nous-mêmes, par l'action publique locale, et qui nécessite beaucoup d'engagement local, et y compris
de ceux dont on constate qu'ils ne sont pas encore assez engagés aujourd'hui, en particulier, et c'est ce qu'a dit Muriel de façon très pertinente, les femmes et les jeunes. C'est une réalité objectivée. Hein. Donc, l'Association des maires de France, elle est un catalyseur, elle stimule l'engagement, le mouvement, sans être dans l'exagération, mais le peuple qui se lève, qui prend son destin en main. Osez l'engagement, osons l'engagement. Soyons responsables de nos vies, de nos destins, de ce qui se passe chez nous, localement. Puis le deuxième élément, c'est évidemment de rappeler que notre seule finalité est l'intérêt national. C'est l'intérêt de la communauté nationale. Et qu'aujourd'hui, pour que la nation se porte mieux, eh bien, il faut en finir avec le centralisme, la centralisation, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la restriction de nos libertés d'action qui ne font qu'aggraver les problèmes de la nation. Et de ramener ça à l'actualité. Et de dire tout simplement, nous osons l'engagement et laissez-nous faire. Laissez-nous faire. Laissez-nous travailler. Laissez-nous être maîtres de notre destin, localement, par un contrat social local qui permet de rassembler des individus de tendances différentes, d'origines différentes, de convictions différentes. La commune est le dernier creuset républicain d'un point de vue institutionnel. Il y a d'autres creusets, hein, l'éducation, l'entreprise, l'association, etc. L'engagement politique, l'engagement syndical, ce sont des creusets. Mais d'un point de vue institutionnel, national, la commune est le dernier creuset républicain. C'est ce que traduit votre enquête, c'est ce que l'on constate partout. Je pense que c'est le dernier endroit où on arrive à rapprocher des gens et les faire échapper à un enfermement identitaire. C'est ça la République, c'est pas virtuel. Hein. C'est que chacun puisse se sentir à sa place dans la société, à condition d'en faire l'effort, de le mériter, et ça c'est autre chose. Donc c'est cette double action, à la fois en partant de la base et puis en s'adressant au pouvoir central, en disant laissez-nous faire. Et cessez d'amplifier ce qui amène notre pays dans l'impasse. L'impasse de l'action publique, notre crise de la démocratie. On parlait de démocratie fragmentée. Notre crise de la démocratie, elle est bien plus une crise de l'exécution que de la représentation. En tout cas, au plan local, on le voit bien. C'est une crise de l'exécution, c'est une crise de l'impuissance publique qui fait que parfois, l'État s'occupe beaucoup trop de ce qu'il ne regarde pas et beaucoup peu assez de ce qu'il regarde. Faible avec les forts, fort avec les faibles. Voilà. C'est ce qui fait que aussi nous sommes dans une crise non seulement de l'impuissance publique, mais une crise de l'efficacité publique. Déficit record, dette record, dépenses record, des fonctionnaires moins bien traités qu'ailleurs, qui ne sont pas présents sur le terrain, parce qu'on les enferme dans des bureaux, sur des procédures ineptes et inaptes. C'est plus possible, ça. Et on en arrive, et on sait très bien que on nous amuse aujourd'hui dans des réunions où l'exécutif ne dévoile jamais ses cartes, n'abat jamais ses cartes. Vous avez ressenti que l'amusement était assez limité et relatif de la part de ceux qui participent aux réunions. Mais on attend, nous, on sait très bien, on l'a vu sur le dernier budget. Et on sait très bien que ce qui nous attend, c'est après, évidemment, le conformisme qui consiste à dire, regardez, telle commune est mal gérée. Bien sûr, il y a des communes mal gérées, hein, évidemment, comme il y a des PME mal gérées. Il n'empêche que si l'État était géré comme la moyenne des communes françaises, on serait excédentaire. On aurait plus de confiance, on aurait plus de résultats. Et ça, c'est factuel. L'État respecterait la règle d'or. L'État investirait. L'État managerait ses agents, leur donnerait confiance, leur donnerait des objectifs. On en est loin. Hein. Donc, c'est ce qui va se passer. On va encore nous trimballer. On va nous sortir des rapports absurdes. Où on va nous dire... Alors, on sortira un rond-point ici absurde. On dira, regardez le maire, comme si les maires étaient obsédés par les ronds-points. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui les ont très souvent. Et puis, je n'ai jamais compris cette rond-pointophobie en France.
Voilà. Il y a des croisements routiers. Est-ce qu'il vaut mieux des feux ou des ronds-points? Moi, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que depuis qu'il y a des ronds-points, il y a moins d'accidents. Voilà. Même si le rond-point est kitsch et moche. Mais ça, c'est un autre sujet. Il faut élire des maires qui ont bon goût. Hein. Mais ça renvoie à la démocratie locale. Mais la rond-pointophobie, qu'on arrête de nous amuser avec ça. On va me dire, regardez, les effectifs là, ont augmenté. Juste les dépenses des collectivités en France, tout, avec le millefeuille qu'on nous impose de surcharge administrative, les régions, les départements, les intercommunalités et les communes, c'est 19% du total de la dépense. C'est 10,5% de la richesse produite. La moyenne européenne, c'est que les pouvoirs publics locaux, ils représentent 34% de la dépense publique locale et ils représentent 18% du PIB ou 19% du PIB. Ce qui veut dire, et pourtant, ils ont moins de dépenses publiques totales. Et ils ont des urgences qui, aujourd'hui, accueillent un peu mieux que les autres, que les nôtres. Pourquoi? Parce que plus on centralise, moins on est efficace. Et pourtant, on nous sort encore à la Cour des comptes, au Conseil d'État. C'est tous les mêmes, hein. Ils ont tous eu la même école, la même formation, ils ont les mêmes langages, le même mot, etc. Il y en a des très bien à la Cour des comptes, je sais, mais je me permets, je m'autorise, puisque André a ouvert les hostilités, et que je mets la deuxième ligne, puisqu'on nous appelle, on est les gilettes ou les voilà. Il y a la première lame et la deuxième lame. Il y a la lame de gauche, la lame de droite, mais elles sont dans le même sens et elles vont dans la même direction. Donc, ça, ouais. Alors, je ne sais pas si ce sont des fines lames, mais en tout cas... Non, mais c'est simple. C'est-à-dire que ce conformisme-là... Et donc, on va nous dire, mais regardons les évolutions des effectifs. Allez. Et la principale évolution des effectifs, c'est les polices municipales. Pourquoi? Mais pourquoi? On l'a vu dans le sondage tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, mais nous, on veut être protégés, et qu'en zone police... malgré des ajustements d'effectifs, compte tenu de la bureaucratie qui pèse sur les procédures judiciaires, vous avez, moi j'en témoigne, de moins en moins de police nationale la nuit. Donc est-ce que vous laissez la situation se dégrader? Parce qu'en fait, c'est des transferts de charges qui ne sont pas officiels, qui ne sont pas décentralisés, mais vers les collectivités. On parle de la santé mentale. On en fait une cause nationale, et tant mieux. Et nous, on en fait une cause municipale, et on va défendre les actions pour la santé mentale. Mais on fait ou on ne fait pas? C'est à nous de le faire. On va le faire puisque l'État est défaillant. Que la psychiatrie est complètement aujourd'hui sous-dotée en France. Qu'on n'arrive plus à détecter les problèmes de déprime, voire suicidaires chez les jeunes, chez les ados. Bah oui, on relève le défi. Une loi imposant des schémas d'organisation de la petite enfance a été votée. Tout le monde trouve ça formidable. Il faut créer 200 000 places de crèche. C'est formidable. Vous créez vos places de crèche sans agent de crèche? Parce qu'en même temps, sortait un bouquin d'un de vos confrères qui disait « dans les crèches, il n'y a pas assez d'encadrement ». Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas d'un côté nous dire « il faut créer 200 000 places de crèche », puis d'un autre côté nous dire « il faut que vous ayez moins d'agents de la petite enfance ». On ne peut pas nous sortir une nouvelle application du décret tertiaire, comme il y a 2 semaines, qui nous oblige à équiper les salles, je ne vais pas aller dans le détail, de plus de 250 mètres carrés, ce qui est un coût de 10 milliards par an pour les collectivités territoriales, et nous dire vous devez réduire vos dépenses. C'est plus possible. Donc si on veut baisser les dépenses publiques, en admettant que ce soit un objectif, ou en tout cas optimiser, améliorer la performance publique, c'est pas compliqué, hein. Il faut qu'on aille vers l'échelle de proximité. Que la proximité, c'est le gage de l'efficacité. Que c'est le gage de l'efficacité parce que c'est la proximité, le garant de la responsabilité. Nous sommes des habitants parmi les habitants et nous sommes mandatés par les habitants. Nous rendons des comptes aux habitants tous les jours, tous les matins, quand on amène nos gosses à l'école, quand on va acheter une baguette de pain, quand on fait un footing, quand on va au tennis. On voit des gens et on fait partie des gens. C'est pas qu'on va à la rencontre des gens, c'est qu'on est les gens, nous. Et donc, qui nous disent « Ah, mais expliquez-moi pourquoi vous avez fait ça. Ah, je comprends mieux. » Et puis là, ils me disent, mais vous auriez dû faire autre chose. Ah ben vous avez raison, on va faire différemment. C'est un trésor, la démocratie locale. C'est un trésor pour la nation. Or, aujourd'hui, on nous transfère des obligations, mais on nous enlève du pouvoir. Donc, on veut en fait amener les communes à être aussi inefficaces que l'État. C'est exactement la matrice budgétaire. Vous faites du résultat, vous arrivez à avoir une épargne, on vous la prend. Vous n'avez pas d'épargne, on vous dit que vous gérez mal. Foutez-nous la paix. Laissez-nous travailler avec les habitants. Rendez chaque habitant responsable de la dépense. Supprimez de l'impôt national, beaucoup. Laissez-nous lever un impôt local.
et nous obliger à être sobres sur le plan fiscal ou alors à lever un impôt pour faire un gros équipement qui sera voulu par les gens et ils seront contents de contribuer. J'essaie de changer à chaque fois l'approche et les termes, mais si on ne comprend pas, après cette étude, après tout ce que l'on vit, que l'avenir de la France, à la fois pour trouver de la prospérité, de la sécurité et de l'unité, passe par la dynamique locale. Et pour qu'il y ait dynamique locale, il faut qu'il y ait responsabilité. Pour qu'il y ait responsabilité, il faut qu'il y ait liberté. Donc, oser l'engagement, c'est laissez-nous libres. Quand je dis nous, c'est citoyens, hein. Ce n'est pas les maires, hein. C'est les citoyens. Voilà le sens de cette campagne. Voilà le cri de l'Association des maires de France. Nous sommes très soucieux de voir l'amélioration des comptes publics. Nous ne supportons plus de voir un État qui ne se réforme jamais, qui ne sait pas manager ses agents, qui sont pourtant des bons agents, et qui va toujours prélever en plus. Moins l'État est capable de remettre en cause son fonctionnement, plus il va pénaliser l'investissement entrepreneurial, l'investissement des collectivités. Il y en a marre, parce que ça nous conduit dans le mur. Et que nous, en un an, on voudrait que l'État s'inspire de ce que l'on fait. On voudrait que l'État soit bien géré. On voudrait que l'État s'occupe de ce qui concerne ses missions, c'est-à-dire la justice, la sécurité, la justice sociale, la justice territoriale. Ça, c'est son rôle, en subsidiarité, d'arriver là où il y a des trous, d'aller où il y a des trous dans la raquette. Mais que pour le reste, on nous laisse décider. On cesse de nous dire quoi faire ou ne pas faire. On nous impose des dépenses en plus dans le cadre de politique nationale, mais que parallèlement, on nous impose des réductions d'actions là où on est engagé avec les habitants. On réduit le périmètre du contrat social local au profit des politiques nationales qui sont des politiques inefficaces. Donc on est vraiment aujourd'hui à un virage fondamental. L'Association des maires de France, on ne défend pas, vous avez compris, c'est tout le contraire d'une corporation. Nous, ce que l'on défend, c'est la société française. C'est l'efficacité de la société française. Et c'est de dire que nous voulons travailler avec l'État la main dans la main, mais de ne jamais oublier que la démocratie est un trésor et que la démocratie, elle est avant tout locale. Et que la commune, comme disait Tocqueville, c'est la force des peuples libres. Et que tout ce qui entrave la liberté d'action communale se fait au détriment, à la fin, de l'action globale, de l'État et des comptes publics. On veut continuer à détériorer les comptes publics, qu'on continue à faire des budgets avec des DILICO, avec des prélèvements sur nos recettes, bien sûr en faisant du populisme technocratique, et en disant, regardez, il faut bien que chacun participe à l'effort. Regardez bien, il y a bien une dépense, là, il y a bien une évolution. Des recettes, que l'État assume ses missions et qu'il nous foute la paix. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, et j'arrêterai là. Bien, le premier à lever la main, je t'en prie. L'actualité immédiate et la gestion de la canicule avec les annonces de fermeture d'écoles par le gouvernement sur le court terme et puis la gestion du patrimoine scolaire et de son adaptation. Que le gouvernement laisse les préfets et les maires et l'éducation nationale à l'échelle des départements gérer les situations avec les parents. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et ensuite, ce n'est pas à nous de dire s'il faut fermer ou ouvrir, c'est à chaque maire, avec le préfet et avec, au regard de circonstances locales. Il y a des communes où on peut accompagner les enfants sans pénaliser les parents, d'autres où on ne peut pas, mais ce n'est pas à l'AMF de se prononcer. Avec un faux semblant, parce qu'on nous a bassinés, passez-moi l'expression, à faire tous les 20 heures sur 200 écoles qui ferment. 200. Il y en a plus de 40 000. On s'est adapté sur le terrain. Est-ce qu'il valait mieux renvoyer les enfants dans leurs appartements, souvent plus chauds que leur classe d'école, ou les garder, encadrer? Fallait-il mettre en difficulté les familles? Quand on sait l'importance des familles monoparentales dans notre pays, c'est souvent ingérable quand au dernier moment, il faut dire on vous rend vos enfants. Ou les garder encadrés par les maternelles, des ATSEM que nous avons tous, qui sont financés uniquement par les communes, alors qu'elles travaillent de manière pédagogique aux côtés des enseignants. Bref, voilà, c'est ça la vraie problématique. Et vraiment, quand il y a des emballements médiatiques de cette nature, qu'on nous vend n'importe quoi,
sans aucune réalité. Eh bien, nous avons été capables, j'allais dire, dans chaque ville, dans chaque commune, moi, mes services, on en a parlé, comme ils en ont parlé à Cannes, quand ils en ont parlé chez tout le monde, je ne vais pas faire la liste. Je veux dire, c'est ça la réalité. Nous démontre une fois de plus qu'en situation de crise, nous sommes capables de répondre et nous n'avons pas besoin des incantations des uns ou des autres pour être au rendez-vous. Tout à l'heure, il y a peut-être un détail sur lequel on parlait des résultats du sondage 2021-22. Mais pourquoi nous étions aussi au sommet? C'est parce que nous sortions de la Covid et que pendant la période de la Covid, c'était les maires qui étaient en première ligne dans la plupart des cas. Et la cote pointue, si j'ose dire, que nous avons eue à 73%, je veux dire, elle était à l'issue de la crise Covid. Parce que nous avions démontré, dans le concret, au quotidien, que le maire et ses équipes municipales, elles sont indispensables quand la situation est problématique. Et bien là, il y a eu cet épisode de canicule. Nous avons simplement pris nos responsabilités et nous avons le sentiment qu'elles ont été bien prises sur le terrain. Oui, alors j'ai un exemple. Alors, c'est effectivement cette tendance à nationaliser tous les sujets, même lorsqu'on n'est pas compétent sur le sujet, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui s'est passé, comme ici en région parisienne, la plaine d'Alsace était vraiment soumise à une température de type saharienne dès lundi. Eh bien, nous avons à la mairie, chez moi, la salle du conseil et la salle des mariages, qu'on appelle la salle d'honneur, qui font l'objet d'un rafraîchissement, pas une climatisation. Et donc, nous avons proposé, avec l'IEN, aux enseignants de maternelle qui le souhaiteraient, de venir faire cours dans ces salles rafraîchies. Nous avons 2 classes qui sont venues. Parce que nous avons aussi beaucoup de bâtiments scolaires qui, du fait des travaux que nous faisons depuis des années, car souvent, l'éducation, c'est le premier budget d'investissement local, beaucoup de salles de classe, même si elles ne sont pas rafraîchies, climatisées, sont en bien meilleur état, et André l'a dit, que les appartements familiaux. Donc l'idée de dire « oh là, on ferme et tout, machin ben, », c'est bien sympathique. Les parents travaillent par poste, ça n'est pas forcément mieux. Donc, moi, la première question que j'ai posée, j'ai dit « on peut accueillir les gamins si c'est mieux pour eux que dans les salles de classe », et c'était le cas, on a accueilli 2 classes. Voilà. Donc de grâce, qu'il s'agisse de ça, on voit parfois même le président de la République qui s'occupe de la plantation des arbres, et quoi encore. Donc il faut vraiment qu'on prenne l'habitude de gérer au plan local les sujets de proximité, et un territoire ne ressemble pas à l'autre. En plus, effectivement, la situation dans l'ouest de la France n'est pas la même que dans le sud ou dans l'est, etc. Certains ont l'habitude, d'autres pas. Mais je vous donne cet exemple concret pour aller dans le même sens que mes collègues. Et simplement pour compléter les propos qui ont été dits, 2 choses. La question que vous posiez sur la rénovation énergétique de nos bâtiments, les maires n'ont pas attendu la canicule pour se saisir de cette question. Pour autant, s'agissant d'un investissement, il faut derrière que nous ayons les moyens de pouvoir le faire. Et ça rentre aussi dans le contexte financier. Je pense qu'il ne faut pas l'obérer. À l'heure où on nous demande effectivement de réhabiliter l'ensemble de notre parc immobilier, et Dieu sait qu'il y a une difficulté là-dessus, on nous enlève les moyens pour ce faire. Donc je pense qu'on a quand même une injonction contradictoire dans ce cadre-là. S'agissant de la question de la canicule, sauf erreur de ma part, toutes les mesures sont mises en place déjà depuis 2003. Donc on n'a pas attendu 2025, bien évidemment, pour s'en saisir, parce qu'il y a la question des écoles, mais il n'y a pas que celle-ci. Il y a la question aussi du plan canicule par rapport à nos personnes vulnérables, avec le travail efficace des CCAS et des CIS dans ce cadre-là. Il y a aussi la gestion directe, puisque nous sommes employeurs territoriaux de nos agents publics. Et vous l'avez vu, le ministre a mis une circulaire le 1er juillet, la canicule datait de samedi. Donc nous avions déjà forcément mis en place aussi des mesures dans ce cadre-là. Donc c'est vrai, je rejoins les propos. On sait faire preuve de pragmatisme, de bon sens, et on agit en responsabilité. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément d'éléments supplémentaires paternalistes de l'État pour continuer à faire ce que nous faisons depuis longtemps. On a tous des parcours différents, mais on est... Voilà. André a bien résumé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous avez beaucoup parlé de la confiance dont bénéficient les maires, et il y a même une évaluation positive de leur bilan, etc. Pour autant, il y a eu beaucoup de témoignages de maires qui souhaitent arrêter, de maires qui ont été agressés. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui à ce niveau-là? Est-ce que vous avez... beaucoup plus de candidatures? Est-ce que vous arrivez à motiver de nouveaux maires
Est-ce que la démocratie locale arrive à générer des candidats? Alors, plusieurs choses. Ça, on sera fixé dans quelques mois. Hein, mais nous, on pense que... Mais là, c'est incantatoire ce que je vous dis. On pense que oui, qu'il y aura des vocations, et on pense que cette campagne va être très utile aussi. Autrement, on ne la ferait pas. Deuxièmement, dans les motifs de démission, il y a plusieurs choses. Il y a eu des maires qui ont été... Donc, on a vu l'étude précédente qui fait qu'il y a 4 fois plus de démissions qu'il y a 20 ans, je crois, hein, c'était ça. Et bon, donc, c'est un vrai phénomène. Avec notamment des maires élus en 2020 qui disent « Ah, c'est ça être maire, quoi. Hein ». Et oui, parce que moi, je vois, je reçois des courriers, les gens s'imaginent qu'on gagne des fortunes. On n'a pas un ticket resto, nous. Hein, voilà, on paye nos salades. Hein, bon, ce qui est normal, on ne s'en plaint pas, on ne fait pas ça pour ça. Mais, qui se rendent compte à quel point il est de plus en plus difficile d'agir. C'est tout le thème que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans les motifs de démission, en premier item, c'est les conflits politiques. Mais conflits politiques locaux, ça veut dire quoi dans un village? C'est souvent le maire qui est élu, qui a du mal à concrétiser le projet, les adjoints et les élus qui s'impatientent. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas des conflits partisans. Donc en fait, on en arrive à la possibilité d'action. Si on veut retrouver un élan civique, et c'est vraiment le fil conducteur de nos propos, si on veut confirmer ou retrouver un élan civique, si on veut retrouver des vocations, si on veut éviter cette crise de vocation, si on veut éviter trop de démissions, il faut simplement pouvoir agir. Parce que rien n'est pire que d'être entre le marteau et l'enclume. Le marteau du citoyen qui dit « Mais attendez, vous devez mener telle action, vous êtes engagé sur telle action, et vous l'avez bien préparé, et l'enclume d'un droit dont le volume a été multiplié par 3 en 30 ans. Et qui vous dit en même temps que vous devez faire X logements, et en même temps que vous ne pouvez pas urbaniser. Hein. Voilà. C'est rue et ZAN qui se discutent tous les jours, quoi. Voilà. Donc, c'est tout cela. Donc, nous, on sent qu'il y a quand même, surtout, enfin, plus on va à l'échelle de proximité, plus il y a de l'élan civique et de la volonté de s'engager. Et d'ailleurs, je fais non pas une divagation ou une digression, mais un complément. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande différence de perception entre l'action nationale et l'action locale au profit de l'action locale, et au sein de l'action locale au profit des petits ensembles. Et qu'on continue de nous asséner toute la journée une doctrine qui consiste à nous dire plus c'est grand, plus c'est bon. Ce qui peut être vrai, mais ce qui est souvent faux. Ce qui peut être vrai. Et il y a des mutualisations qui fonctionnent. Mais très souvent, on se rend compte, comme le disait Antoine tout à l'heure, qu'on est obligé de recréer des îlots de proximité. C'est ce que tu disais sur l'exemple allemand. Et que la fusion des régions et la création des grandes régions a été un recul, un éloignement. Et que ça dépend. Et qu'évidemment, quand vous fusionnez, vous vous alignez sur le régime le plus favorable. Vous n'allez pas dire à quelqu'un tu vas gagner moins. Il y a un contrat, quoi. Enfin, c'est absurde. Donc, évidemment, à la fin, ça coûte plus cher. Et tu recrées dans les anciennes régions des bureaux. Donc, tout cela, c'est le conformisme technocratique et on l'a bien vu sur les intercommunalités. Quand l'intercommunalité a été choisie, que c'était un vrai projet local à bonne échelle, ça marche formidablement bien. Ça a permis de sauver des communes. Quand l'intercommunalité était l'intercommunalité double XL imposée de façon doctrinale, ça ne marche pas. On le voit très bien, métropole de Lyon, métropole de Marseille. Voilà, ça ne marche pas. Les gens n'en veulent pas, ils veulent tous se barrer, quoi. Ils nous font des pétitions, ils viennent tous me voir ici. Je dis, écoutez, je n'ai pas à m'en mêler, moi. Voilà. Mais oui. Donc, votre question, elle est au cœur du sujet. Nous, on pense qu'il y a encore cet élan civique, mais à condition que l'engagement municipal serve à quelque chose. Si vous vous rendez compte, quand vous êtes maire, que vous avez de moins en moins de pouvoir et que vous vous faites taper dessus et que vous êtes au cœur d'une violence de la société, vous vous faites insulter, que vos enfants sont jetés en pâture sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment, vous démissionnez. D'où, heureusement, l'AMF est là. Les communes, heureusement, et l'AMF, heureusement. L'amélioration des conditions d'exercice du mandat, on a réussi à avoir un texte qui va être examiné la semaine prochaine. Le fait d'être reconnu comme dépositaire d'une autorité publique lorsqu'on est agressé, non, on ne veut pas un privilège de maire. Si on est victime dans la vie courante, on est comme les autres victimes. En revanche, si on est victime agressé parce qu'on est maire et qu'on refuse un permis de construire véreux, qu'on ne veut pas faire l'extension de terrasse, ou qu'on fait fermer un établissement douteux, ou qu'on refuse d'engager le troisième neveu débile de la famille, dans ce cas-là, ça va être considéré... C'est tout. Donc, on en arrive à ce qu'on évoque depuis tout à l'heure.
La crise des vocations, c'est simplement une crise de la capacité d'exécution des choses. Oui, ce qui est intéressant, quand je reçois des jeunes dans ma mairie, souvent ils me disent « Vous aimez votre métier de maire ?» Et je leur dis « C'est pas un métier, c'est une fonction. J'ai un travail par ailleurs. Et les maires travaillent ou sont retraités. Donc on vit sur la fiction en France du maire qui passe à 17h30. Il vient signer 2 courriers, il dit bonjour à son ou sa secrétaire et il part. Eh bien, la vraie vie, c'est pas comme ça. Alors, c'est la question du statut de l'élu. Je rigolais un petit peu par rapport à mon maire allemand. Par contre, puisqu'on parle de l'Allemagne, là-bas, les élus ont depuis longtemps un véritable statut parce qu'ils pensent que la démocratie, peut-être à cause de leur histoire tragique, a un coût et que ça s'assume. Et en France, on n'a jamais traité ce sujet parce que c'est jamais le moment, c'est pas populaire, c'est machin. Ça va très loin. Il n'y a pas que les questions financières. Il y a par exemple la question du conflit d'intérêts. Aujourd'hui, dans tous les conseils municipaux de France, au moment où vous votez une subvention à la MJC au club de sport, vous avez la moitié du conseil municipal qui sort. Parce que la jurisprudence considère aujourd'hui, vous le savez, que si vous êtes délégué par la ville dans une association, vous avez un conflit d'intérêts. Alors c'est grotesque. Alors dans le texte qui est discuté, on supprime ce conflit d'intérêts public-public. Et donc on a des problèmes de quorum. Ou alors il m'arrive à l'agglo de rapporter des points sur des sujets que je ne connais pas, parce que je suis le seul à ne pas être dans l'association en question. Et donc, je rapporte le point auquel je ne connais rien, et la vice-présidente et les autres sont dans le couloir et ils attendent. C'est grotesque. Donc, de façon générale, il faut reconnaître que le statut de l'élu n'est pas un privilège, mais une nécessité démocratique, que la démocratie, c'est important, et qu'il faut également protéger au plan juridique les élus. C'est une des causes des démissions. C'est qu'il y a un décalage entre la charge immense en termes de temps et en termes psychiques qui pèsent sur les maires, et puis en fait l'absence totale de statut, de protection juridique. Je peux vous dire que lorsque j'ai subi, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie de maire, des diffamations, elles ont toujours été classées sans suite. Je n'ai jamais eu aucune suite, je n'ai jamais été tenu d'aucune suite. Lorsqu'on m'a caillassé ma voiture, l'assurance ne m'a pas couvert, et heureusement que j'avais mon assurance personnelle, j'ai payé la franchise, tout est comme ça. Donc je pense qu'il faut vraiment moderniser le cadre juridique pour que tout simplement, là aussi, nous soyons au standard des démocraties européennes, rien de plus. C'est un problème majeur. L'insécurité juridique, on va beaucoup en parler. La profusion de textes, la confusion de textes, la contradiction des textes, plus les interprétations parfois aléatoires de certains magistrats, plus les approches maximalistes de certains services de l'État, font qu'aujourd'hui, les maires honnêtes, bien entourés, avec les bons conseils, ne sont pas protégés en droit. Ça paraît difficile à saisir lorsqu'on n'est pas dedans, mais c'est devenu une source de grande démotivation. Et ça, il faut qu'on l'analyse, qu'on l'objective aussi. C'est l'insécurité juridique dans laquelle nous sommes, au-delà de l'insécurité physique ou réputationnelle. Ben, merci à vous, en tout cas. Voilà. Voilà, bonne journée. Et n'hésitez pas vous-même à vous présenter, à vous engager. Certains, je sais que c'est déjà le cas. Voilà, n'hésitez pas. Non, mais c'est vraiment très formateur, vous verrez. C'est le plus beau des mandats, le plus difficile et le plus exigeant. Merci beaucoup.